Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bienvenue sur le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Christelle Benatier, DRH au sein du groupe Serbeco. Alors, vous allez l'entendre, Christelle va vous parler avec passion et avec son cœur. Elle a choisi de parler aujourd'hui avec nous de l'insertion de profils atypiques en entreprise et elle va pouvoir pleinement vous parler de ce sujet qui est vraiment passionnant. Mais avant de commencer, bonjour Christelle, je vais te laisser te Bonjour. présenter. Alors, je suis Christelle Benatier, je travaille dans les ressources humaines depuis un peu plus de 25 ans. Je suis issue de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai fait 18 années dans le même groupe de restauration collective en Suisse. Et puis, il y a un peu plus de 5 mois maintenant, j'ai rejoint le groupe Serbeco dans un domaine qui n'a absolument rien à voir, qui est la gestion des déchets. Principalement, parmi plein d'autres choses. Mais le point commun, c'est que je suis dans un environnement avec une population de collaborateurs qui ont un métier très terrain. Donc, et ça, c'est ce qui me tient à cœur. Super, super intéressant. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le groupe Serbeco au global? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos expertises? Et le nombre Alors, aussi de collaborateurs? le groupe Serbeco regroupe 3 entités. L'entité Serbeco, qui est l'entité originelle, qui s'occupe de collecter, trier des déchets. Principalement, et du transport aussi de déchets. Donc, on a des gens qui sont plutôt qui travaillent principalement pour le tri des déchets et d'autres qui sont des conducteurs poids lourds. Et on a aussi une équipe logistique, atelier mécanique. Voilà, on a plusieurs corps de métiers différents. Il y a l'entité propre qui s'occupe du domaine du nettoyage, où ça peut être nettoyage pour les rues avec les balayeuses, mais aussi nettoyage avec notre activité laverie pour la vaisselle consignée. Nettoyage de bureaux, de locaux, de bâtiments, débarras de maisons. Voilà, il y a plein de domaines différents aussi et plein de corps de métiers différents. Et puis enfin, énergie durable, qui fait principalement de achat et livraison de pellets, donc c'est les petits granulés de bois qu'on utilise pour le chauffage, et qui travaille sur beaucoup de projets liés à l'énergie durable. Donc voilà, c'est les 3 entités. La plus grosse étant Serbeco, mais au total, les 3 entités représentent un petit peu moins de 200 collaborateurs. D'accord, super. Et alors, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler, si je rentre dans le vif du sujet, de l'insertion des profils atypiques en entreprise. Oui. Avant de pleinement le définir, déjà, pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que quand je t'en ai parlé, tu m'as tout de suite lancé ce sujet. Pourquoi il Oui. te parle, et pourquoi on va en parler aujourd'hui? C'est un sujet qui me parle parce que j'ai toujours, tout au long de mon parcours professionnel, eu la chance de pouvoir intégrer des personnes qui, alors dans mon précédent emploi, c'était principalement lié aux apprentis. Mais je collaborais avec beaucoup d'associations aussi. Et quand je suis arrivée dans le groupe Serbeco, c'était déjà clairement leur culture d'entreprise. Pour eux, c'est viscéral, je dirais. C'est une importance, ça a une grande importance, le fait d'avoir un rôle social et d'intégrer des personnes qui ont des parcours très différents et souvent parfois un peu compliqués. Donc, ça a vraiment augmenté, enfin en tout cas, ça m'a conforté dans le fait que j'avais trouvé une entreprise qui me correspondait parce que c'est les mêmes valeurs que les miennes et du coup, je peux m'exprimer à nouveau pleinement dans dans ce type de projet. Et qu'est-ce que Donc, tu mets alors derrière le mot atypique? Enfin, de quel type de profil on va se parler?
Alors, il y a les apprentis. Alors, en soi, ils n'ont pas un profil particulièrement atypique, mais je trouve ça fait partie pour moi de l'insertion professionnelle. Mais il y a aussi dans les parcours atypiques, c'est les collaborations que j'ai aujourd'hui dans le groupe Serveco avec plusieurs associations ou fondations. Avec par exemple l'association Active qui, elle, a pour mission de pouvoir intégrer en entreprise des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un trouble autistique ou même des difficultés d'apprentissage et qui, de manière autonome, pourraient difficilement trouver un emploi sur le marché du travail. On collabore aussi avec la Fondation Association Feu Vert qui, elle, réinsère sur le marché du travail des personnes qui ont quelques problématiques avec la justice. Et enfin, on collabore aussi avec l'Hospice Général pour des personnes qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de revenus, qui sont un peu en difficulté financière ou autre, et qui ont besoin de trouver un emploi. On travaille aussi avec d'autres organismes de manière plus ponctuelle, mais les trois principaux organismes, c'est ceux que je viens de te citer. Et oui, c'est différents profils, puisque certains, c'est un problème de déficience, d'autres un problème juridique, d'autres un problème financier. Donc, c'est atypique dans le sens où chacun arrive un peu avec ses particularités, ses problématiques et demande une approche qui est un peu différente finalement pour les intégrer dans l'entreprise. Et comment on fait justement pour intégrer ce genre de profil? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est commun. Peut-être qu'on a aussi nos croyances hein, sur ce type de profil. Mais du début, la réflexion du projet jusqu'à l'intégration et le suivi de ses collaborateurs, quelles sont les différentes étapes à suivre et à avoir pour s'assurer que ça se fasse et ça se fasse bien? Alors, les premières étapes pour moi qui sont cruciales, moi, c'est d'y croire. C'est-à-dire que j'ai besoin faut être convaincu dans le fait que c'est un projet extraordinaire et que ça a une vraie plus-value pour l'entreprise, mais pour les collaborateurs aussi. Et puis que la direction y croit aussi et que ça devienne, comme c'est le cas chez Serveco aujourd'hui, que ça fasse partie de la culture de l'entreprise. On arrive toujours à convaincre sa direction quand on y met du cœur et de l'énergie, je crois. Mais c'est nécessaire de tous travailler dans le même sens. Après que nos managers, nos responsables, nos chefs d'équipe, finalement, soient aussi intéressés et envie de s'investir dans ce projet-là. Parce que finalement, quand on fait du recrutement au RH, on recrute, mais après, on ne travaille pas directement avec les gens. Donc, pour moi, c'est important que les managers et les chefs d'équipe soient impliqués dès le début du processus pour le vivre pleinement depuis le départ. Après, définir quelques associations avec lesquelles on veut travailler. Malheureusement, on ne peut pas dire oui à tout le monde ni tout le temps. Donc, c'est important de définir un petit nombre d'organismes avec lesquels on peut créer un vrai partenariat où on a toujours les mêmes personnes de contact et puis on crée du lien. Et puis après, c'est définir nous les postes qu'on peut ouvrir auprès de ces organismes et quel cahier des charges on va confier, quel poste les personnes vont occuper. Et puis après, on commence par des stages pour se familiariser les uns avec les autres et puis s'assurer que l'entreprise, enfin la personne a les compétences pour travailler dans l'entreprise et qu'elle se plaît dans l'entreprise. Il faut que les deux parties y trouvent quelque chose de positif. Et puis au bout du stage, si on a des opportunités d'emploi, on peut partir suivant les organismes soit sur un contrat à durée indéterminée, soit sur un contrat de 12 mois renouvelable. Enfin, après, il y a plein d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment le processus, je dirais. Et puis finalement, après, le processus se répète. Une fois que les premières étapes sont acquises, finalement, on passe directement à la phase stage et intégration des personnes dans l'entreprise.
Et pour, tirer un peu le fil, comment ça se passe dans le suivi avec ces personnes? Est-ce que c'est le même suivi que vous auriez avec tout autre collaborateur? Est-ce qu'il est différent dans le temps? Comment ça se passe? Le suivi est différent. Un collaborateur qui est issu d'un processus de recrutement classique viendra directement voir son manager ou voir les ressources humaines s'il y a des questions. Les personnes qu'on va intégrer chez nous qui sont soit ceux qui ont des problématiques avec la justice ont des rendez-vous réguliers, ils ne sont pas toujours à l'aise avec les papiers. Voilà, l'accompagnement, il se fera de manière... Ça prend plus de temps. On doit y consacrer aussi plus de temps. C'est pour ça que chez nous, on est une des premières entreprises en Suisse à avoir intégré un maître socio-professionnel qui a pour mission, en plus de son travail, d'accompagner les personnes qu'on intègre chez nous. Et qui va les aider s'il y a des questions, s'il y a des problèmes avec les papiers, qui va les aider pour faire un CV, pour se préparer pour des entretiens, puisque certains vont faire des stages une année chez nous, mais ils peuvent aussi après partir, donc il faut qu'ils soient prêts aussi pour ça. C'est le but de la réinsertion professionnelle. Donc ça demande beaucoup de temps, oui. Et si on prend la population des apprentis, c'est similaire, hein, on a des objectifs d'apprentissage à respecter. C'est des personnes qui découvrent le monde professionnel. Donc oui, ça prend du temps et beaucoup d'énergie aussi, mais c'est extrêmement gratifiant. Donc ça vaut la peine de se lancer dans ces projets-là. Ouais, j'imagine, c'est effectivement, des choses dont on a moins l'habitude, qu'on a moins l'habitude d'avoir en entreprise, mais qui ont aussi leurs avantages comme leurs inconvénients. Avant de revenir sur cette thématique-là, peut-être tu disais tout à l'heure que dès le démarrage, les chefs d'équipe sont impliqués dans le Oui, processus de sélection des profils, voire même en amont, en tout cas, d'avoir une vraie rencontre avec les différents chefs d'équipe pour s'assurer qu'ils sont réceptifs, oui. s'assurer qu'ils vont pouvoir intégrer, ces profils, atypiques dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette relation entre la direction et les RH avec ces chefs d'équipe, justement? Ben, les chefs d'équipe, c'est eux finalement qui vont travailler quotidiennement avec les personnes qu'on intègre en stage. On a actuellement 6 personnes qui sont intégrées des différents organismes. Le chef d'équipe, il doit les avoir rencontrés au préalable. C'est pour ça qu'on fait cette période de stage, hein. Ça permet aussi de s'assurer que la collaboration est envisageable sur le plus long terme. Et puis, ils doivent avoir un peu cette même croyance finalement que j'ai moi aujourd'hui, de dire c'est une vraie plus-value pour eux comme pour l'entreprise, enfin pour eux, pour les personnes qu'on intègre, hein, je parle. C'est une vraie plus-value pour ces personnes et puis pour l'entreprise aussi. Et c'est super gratifiant. Donc, ils doivent y croire autant que moi, en fait. Et autant que la direction, bien évidemment. Et quand ils y croient, qu'ils sont prêts à se lancer dans le projet, comment ça se passe généralement, au niveau de l'intégration et dans le temps entre ces chefs d'équipe et ces personnes, atypiques qui rentrent dans l'entreprise? Ben, c'est à travers ces stages euh, où on va les former d'abord sur des postes sans responsabilité particulière, où on va leur apprendre le métier. On peut leur apprendre aussi à conduire différentes machines parce qu'ils n'ont pas les permis nécessaires. Donc, on va, soit nous, soit les organismes, les accompagner pour passer ces permis, qui puissent être finalement qu'ils aient le même niveau de compétence qu'un collaborateur qui vient d'un processus classique et finalement ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes aptitudes. Oui, leur parcours de vie a été un peu chaotique, mais finalement c'est des collaborateurs comme les autres. Donc l'intégration, elle se fait bien. Après, il faut tenir compte de la culture, de toutes ces choses-là, mais ça, on pourra y revenir dans un deuxième temps.
Ouais, et pour rester un petit peu sur ces chefs d'équipe, est-ce que eux ont besoin d'être accompagnés, d'avoir une formation spécifique pour s'assurer que tout se passe bien dans le day-to-day avec ces personnes-là? Ou pas forcément, puisque c'est Pas forcément parce la qu'on même a chose que les collaborateurs? c'est la même chose que les collaborateurs. Et puis nous, on a intégré ce maître socio-professionnel qui est encore en train de faire sa formation. Donc lui peut faire le lien s'il y a besoin. Mais comme je vous disais, comme je te disais juste avant, c'est des collaborateurs comme les autres. Donc les problématiques qui peuvent être rencontrées sont les mêmes qu'avec n'importe quel collaborateur parce qu'un jour le travail n'a pas été fait correctement ou parce qu'ils se sont, il y a eu un différend entre deux collaborateurs, mais finalement ça existe dans toutes les entreprises et ça fait partie de la vie de toutes les entreprises. Donc il faut juste être motivé. Sinon, il n'y a pas besoin d'un accompagnement particulier, d'une formation particulière. Je crois que quand on a envie, ça vaut largement une formation. Et quel type de poste ont en général ces personnes quand elles arrivent dans l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt des cadres, des non-cadres? Comment ça se passe? Alors, c'est plutôt des non-cadres parce que c'est des personnes qui peuvent parfois avoir aucun diplôme ou qui n'ont pas eu une grande expérience. Pour les apprentis, ben, eux, clairement, ils sont là pour apprendre. C'est clairement l'objectif de leur engagement. Euh, Donc, c'est plutôt des profils non cadres. Après, c'est des personnes qui, par contre, pour plusieurs de nos collaborateurs, qui peuvent progresser et prendre plus de responsabilités au fur et à mesure. Pour les personnes qui ont un- une déficience intellectuelle, là, ça sera différent. On va rester sur des profils non cadres pour d'autres personnes qui sont plutôt dans la réinsertion professionnelle, à ce moment-là, c'est des personnes qui, à terme, peuvent tout à fait prendre plus de responsabilités. Et on a plusieurs cas chez nous qui qui représentent très bien cette évolution interne et cette promotion interne. Est-ce que tu aurais justement des exemples de personnes que tu as intégrées au sein de l'entreprise de Serveco ou tes entreprises précédentes qui ont intégré l'entreprise et qui ont eu une belle évolution et qui sont là depuis peut-être plusieurs années? Oui, j'ai deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. Euh, un, un collaborateur qui travaille dans notre atelier comme mécanicien, qui a commencé avec des missions beaucoup plus simples et qui petit à petit, par son implication, par son sérieux au travail, ben, il a pris de plus en plus de responsabilités. Et aujourd'hui, c'est un profil indispensable dans le bon fonctionnement de notre atelier, où il a pris de plus en plus de responsabilités et d'autonomie. Donc ça, c'est une évolution, enfin, c'est un exemple juste extraordinaire. Et un autre monsieur qui est chez nous depuis 25 ans à peu près, qui pareil, a intégré l'entreprise par l'intermédiaire d'un de ces organismes et qui, comme agent de tri, et puis après à conduire les machines, et puis qui aujourd'hui est chef d'équipe. Donc, c'est voilà, et d'intégrer ces personnes, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'il est fidèle à l'entreprise et qu'il a une loyauté exemplaire vis-à-vis de l'entreprise. Donc, lui, il a gagné une stabilité professionnelle, il a gagné voilà, un environnement de travail, et puis nous, on a gagné un super collaborateur dont on est très fiers. Effectivement, des belles histoires et des beaux parcours. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui viennent de ces milieux-là qu'on peut considérer comme personnes atypiques, comme on l'a défini ici, dans l'entreprise, ou peut-être juste en stage actuellement pour avoir une idée un peu de l'ampleur du nombre de personnes que ça représente chez vous? Alors actuellement, on a 6 apprentis et 5 personnes qui sont en stage ou qui viennent de commencer un contrat de 12 mois, puisqu'après le stage, on a la possibilité de proposer des contrats de 12 mois. Donc ça fait un peu plus d'une dizaine de personnes.
Après, je saurais pas dire finalement au fil des années, combien de personnes sont issues de cette intégration et qui sont encore dans l'entreprise, parce que finalement, c'est pas ce qu'on a envie de retenir de ces personnes-là. Il y en a plusieurs, oui. Oui, oui, il y en a beaucoup qui sont là depuis longtemps et qui viennent de ce parcours-là. Ouais, donc ce que j'entends, c'est qu'une fois que le stage est passé, qu'on les a validés en contrat indéterminé ou même sur un contrat de 12 mois, après coup, c'est vraiment des collaborateurs comme les autres et qui font plus partie d'une dissociation qu'on aurait pu avoir précédemment. Oui, parce que finalement, qu'on ait une vie stable, qu'on n'ait pas eu une vie un peu cabossée, ou voilà, que tout roule finalement, ou qu'on ait eu une vie cabossée, on a des compétences, on a de la motivation, on a de l'implication, et finalement, on est un collaborateur à part entière, quel que soit son parcours de vie. Et je pense qu'il ne faut pas rester focus sur le parcours de vie. Faut plutôt rester focus sur oui, quelles sont les compétences de la personne, finalement, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans l'entreprise qu'est-ce que l'entreprise a y gagné indirectement aussi, du coup, qu'est-ce que le collaborateur, lui, il y gagne aussi. Et c'est une réflexion qu'on a, quel que soit le processus de recrutement qu'on ait pu passer, que ce soit un recrutement classique ou via un organisme. Tu as pas mal parlé des profils qui ont eu, par exemple, indélicatesse avec la justice ou qui ont eu des problèmes financiers, mais tu as aussi parlé de ceux qui avaient peut-être une déficience intellectuelle, mais aussi une certaine autonomie. Est-ce que ces personnes évoluent bien dans l'entreprise? Et si oui, est-ce que c'est parce que vous les mettez sur des postes où justement ils ont pas, on ne voit pas cette déficience intellectuelle puisqu'on les a placés sur le bon poste pour y répondre? Alors, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble, avec l'association, on va définir effectivement précisément quel type de poste. Nous, on doit définir en premier quel type de poste on peut proposer. Définir un cahier des charges avec les différentes tâches qui vont être attribuées à ce poste-là. Et c'est l'association qui va nous dire oui, on a quelqu'un qui a ce profil-là ou non, on n'a personne. C'est pas, faut pas avoir une approche en disant ah ben super, c'est comme une agence de placement, ils vont nous trouver quelqu'un. Pas du tout. C'est eux qui vont nous dire bah non, pour l'instant, j'ai aucune personne qui correspond à ce que vous pouvez proposer. Puis le jour où ils ont le bon profil, ils vont nous accompagner pour intégrer la personne en entreprise. Et puis, parce que ça prend un petit peu de temps pour des personnes suivant le trouble ou la problématique de santé que les personnes peuvent avoir. Après, on doit se tenir à ce cahier des charges, mais sinon, ça devient un collaborateur, voilà, comme n'importe quel autre collaborateur qui remplit sa mission et qui effectue son travail au quotidien selon le cahier des charges qu'on a fixé. C'est des personnes qui sont en contrat à durée indéterminée, comme n'importe quel autre profil. Donc oui, par contre, le profil évoluera pas forcément. Contrairement à une personne qui n'a aucune déficience ou qui n'a pas de trouble, qu'on peut faire évoluer, comme je disais tout à l'heure, dans l'entreprise, ceux qui ont un trouble, ça peut être, c'est pas forcément un but en soi de les faire évoluer. Ces personnes, ce qu'elles ont besoin, c'est d'avoir une vie comme tout le monde, avec des liens sociaux, avec une raison de se lever le matin, avec le plaisir ouais, d'avoir un rôle à jouer dans l'entreprise et que ça donne du sens aussi à leur vie, comme n'importe quelle personne au quotidien a envie de donner du sens à sa vie. Et c'est bon de le rappeler, je pense, parce Oui, que oui, effectivement, on a peut-être aussi cette méconnaissance sur ces sujets et finalement de se rendre compte que derrière, les gens ont des vraies compétences et des fois, c'est des compétences techniques, mais c'est aussi du savoir-être et c'est des personnes qui ont ouais. aussi beaucoup à donner, comme tu le disais.
Elles ont Et, énormément à donner. C'est des personnes qui sont motivées, impliquées. Voilà. Alors des fois, ça marche pas toujours. Hein. Faut pas, je veux pas non plus idéaliser la situation, mais dans la majeure partie des cas, ça marche. Mais comme avec tout collaborateur sans parcours atypique, des fois, on engage quelqu'un, des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Et ben là, c'est pareil. Il y a franchement aucune différence. quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent quand tu parles de bah, justement d'échecs, peut-être de fois où ça marche pas? Bah, comme pour toute personne qu'on recrute dans l'entreprise, des fois, l'intégration de ces personnes, ça ne fonctionne pas. Si c'est un apprenti, c'est parce que peut-être qu'il n'était pas réellement motivé à faire ce métier-là ou à apprendre ce métier-là. Pour des personnes qui sont en indélicatesse avec la justice ou qui ont des problématiques financières ou autres, eh ben, c'est parce qu'ils ont trop de problématiques et puis c'est peut-être un peu trop tôt pour eux pour les intégrer. Ou alors l'intégration dans l'entreprise, ben, c'est pas l'entreprise qui leur convient. Et, euh, et puis du coup, ben, on fait le stage et puis on s'arrête là. Mais finalement, c'est ce que toute entreprise rencontre comme problématique dans un recrutement, quelle que soit la forme du recrutement. Si tu devais synthétiser justement un petit peu tous ces avantages et ces inconvénients à intégrer ce genre de personnes. Oui, il y a eu un écho. Attends, il y a un écho. C'est bon, je la refais. Si tu devais synthétiser justement les avantages et les inconvénients à intégrer ce genre de personnes dans l'entreprise, qu'est-ce que tu nous dirais? Les inconvénients pour les apprentis, ça peut être que ça demande beaucoup de temps parce qu'on doit faire un suivi de l'atteinte des objectifs, etc. C'est des personnes qui commencent dans la vie professionnelle, donc voilà, c'est pas toujours évident d'intégrer des jeunes gens dans un monde d'adultes. Par contre, les avantages, voilà, c'est qu'on participe à assurer la relève, à former des gens. Avec pour objectif de pérenniser notre domaine d'activité, que ces jeunes gens continuent chez nous ou ailleurs, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'ils aient leur diplôme. Euh, Si c'est des personnes qui sont en réinsertion professionnelle, les inconvénients peuvent être notamment pour les personnes qui ont des difficultés un petit peu financières ou qui ont des problématiques avec la justice. C'est parfois des personnes qui viennent d'autres pays, qui sont de nationalité étrangère, où le français n'est pas forcément leur langue maternelle. Donc, la barrière de la langue peut être un frein à l'intégration professionnelle. La culture peut être aussi un frein à l'intégration parce que ben, c'est des personnes qui arrivent en Suisse, donc en Europe, et où la culture peut être différente de ce qu'ils ont dans leur pays. Donc, il faut aussi un temps d'adaptation. Donc, c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Hein, en inconvénient, c'est que ça prend aussi un petit peu de temps. Euh, Hormis ça, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients, notamment euh, c'est des personnes à qui on fait confiance, alors que plein de fois, on leur a plutôt dit non que oui. Et du coup, quand ils disent, ah ben, chouette, j'ai une entreprise qui me fait confiance, qui me permet, qui ne tient pas compte de mon parcours de vie finalement, et qui me donne la chance de pouvoir rebondir et trouver un emploi, ben, à terme, c'est des collaborateurs qui ont une reconnaissance extraordinaire, euh, qui savent qu'ils ont tout à y gagner à ce que ça marche et que ça aboutisse. Donc, ils sont impliqués, motivés et ils sont d'une grande loyauté. Et surtout, ils sont super fiers de travailler dans une entreprise comme le groupe Serveco où il y a une forte orientation sociale et où aider les gens et les accompagner, c'est une culture vécue. C'est pas une culture qu'on a écrite sur un site internet ou sur un bout de papier. On la vit au quotidien et ça se ressent. Donc ça, c'est des avantages juste extraordinaires d'avoir des collaborateurs qui vous sont fidèles pour certains depuis plus de 25 ans.
C'est clair que les 25 ans démontrent la fidélité, ça, il y a pas de doute. J'en reviens justement à ce point sur, l'ADN de l'entreprise où tu disais effectivement, pour que ça fonctionne, il faut non seulement être convaincu, mais il faut aussi que l'entreprise le soit et que ça soit dans son ADN. Si Mmh. aujourd'hui on a des RH ou des RH qui souhaitent, aller dans le même sens que ce que toi tu fais aujourd'hui, comment convaincre, une entreprise qui, elle, ne le serait pas? Heu, je leur dirais de rester focus sur la personne et ses compétences, compétences métiers, mais compétences personnelles aussi, et de passer au-dessus, des préjugés qu'on peut souvent avoir et de se dire: «Mais, essayez, on n'est pas obligé de commencer avec 5, 6, 10 personnes. On peut commencer avec un seul organisme, une seule personne, et puis, appréhender un petit peu tout ce que ça implique, se familiariser avec les processus qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne bien, heu heu, tenir compte de ses inconvénients, de ses avantages, mais heu, puisqu'on le fait pour n'importe quel recrutement, pourquoi pas le faire avec, des organismes qui permettent aux gens d'avoir une deuxième chance, professionnelle, et de rebondir dans la vie. Heu, Restons focus sur les compétences des personnes et pas, sur les écueils qu'elles ont pu vivre, par le passé. Quand on parle de tout ça et on parle aussi de toi en fait, hein, y on parce que justement c'est aussi, ton ADN qui fait la différence. Comment toi tu vis tout ça? Qu'est-ce que tu te dis au quotidien quand tu traites ce genre de sujet? Bah, quand ça marche moins bien ou comme j'ai eu le cas récemment avec une personne qui est issue de l'immigration et qui malheureusement a plus trop le droit de travailler et avec laquelle on doit arrêter la collaboration, j'ai une grande frustration et beaucoup de déception et c'est parfois un petit peu dur. Hem, ou quand, une personne qu'on souhaite intégrer, et ça fonctionne pas, bah, on est toujours un peu déçu. Mais par contre, je trouve qu'il y a rien de plus gratifiant, que de dire: «Bah, chouette, on a, accompagné quelqu'un, on a aidé quelqu'un». Alors, c'est un il y a une forme d'égoïsme peut-être quelque part, dans ce processus, mais cet égoïsme amène de la motivation et de l'engouement à continuer à mener à bien tous ces projets-là et à se dire: «Ben, chouette, on a permis à quelqu'un d'aller de l'avant parce qu'on sait que tout seul, il n'y serait pas forcément arrivé et que de déception en déception, il aurait peut-être un jour baissé les bras et qu'on a tous besoin dans la vie parfois d'avoir quelqu'un qui nous donne un petit coup de pouce pour passer la marche suivante. Donc ça, c'est super valorisant et super motivant au quotidien. Tu avais, justement un petit conseil ou un petit message à passer à tous ces RH ou DRH qui, hésitent, ou qui sont dubitatifs sur le sujet, qu'est-ce que tu aimerais leur, dire? Bah, que souvent on pense que c'est impossible jusqu'à ce qu'on ait essayé. Heu, donc essayez, allez-y, hem et vraiment concentrez-vous sur le fait que c'est des personnes lambda, qui ont, toutes les compétences, similaires à d'autres collaborateurs. Donc faites-vous un peu confiance et passons au-dessus des préjugés. Merci pour ce message de la fin, Christelle. Merci pour le temps que tu nous as accordé. On arrive déjà au bout des 35 minutes, comme quoi le temps passe très vite et c'est Ouais, très c'était un frustrant. vrai plaisir. Merci beaucoup Christelle pour tes partages et ces enseignements qui, je pense, serviront à d'autres. Sur ce, j'ai envie de dire Je à tous le ceux qui nous souhaite. écoutent, merci pour votre écoute et à la prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.